Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les Nations Unies commémorent ce 2 décembre la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Une occasion pour lutter contre les formes d'esclavage modernes qui privent aujourd'hui certains êtres humains de leurs droits. Tout comme les autres pays membres de l'OMS, le Bénin a marqué la Journée mondiale de lutte contre le sida. La cérémonie a eu lieu au Palais des Congrès, les temps forts de cette célébration dans ce journal. Certains aliments doivent se retrouver en quantité limitée dans nos assiettes alors que d'autres plus abondamment et plus régulièrement. Les conseils du nutritionniste dans un instant. Bienvenue dans cette édition. Ce 2 décembre, les Nations Unies commémorent la date anniversaire de l'adoption par l'Assemblée des Nations Unies de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. La journée, tout en s'inspirant de l'esprit de l'abolition de la traite des Noirs, actualise le combat permanent contre toutes les autres formes d'esclavage moderne qui prive les êtres humains de leur liberté, de leurs droits les plus élémentaires à la dignité et au travail libre. Renouira nous éclaire à travers cet élément. La traite transatlantique a le commerce des Noirs arrachés à leur famille en Afrique et vendus en Amérique comme des esclaves à travers l'océan Atlantique. Le 4 février 1794, pour la première fois dans l'histoire, fut proclamée en France la Convention nationale pour l'abolition de l'esclavage. Mais ce n'est que le 27 avril 1848 que cette traite a été définitivement abolie. Plus de 174 ans, l'histoire de ce trafic qui a vu plusieurs de ses fils déportés du Bénin est enseignée dans les écoles. Les apprenants la rencontrent comme s'ils avaient vécu. L'abolition de l'esclavage a donné beaucoup de conséquences sur le continent. Sur le plan social et culturel, ça a donné la haine et le dépeuplement entre les peuples, la famine, la perte des bras valides. Les Français ont su que c'est un crime contre l'humanité, ils ont arrêté l'abolition. Bien que l'esclavage ait été aboli, de nouvelles formes de maltraitance existent encore. Le mariage forcé, le travail forcé, la maltraitance des enfants et des personnes âgées sont les nouvelles formes d'esclavage auxquelles nous assistons. Dans la pratique, ça continue sous une autre forme dans nos milieux. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, nous assistons encore à la maltraitance des enfants. Les enfants qui travaillent très dur, d'accord? Les enfants placés, les vies de Mégon, vous voyez? Il y a deux enfants qui travaillent dans les carrières de sable, du gravillon, même des enfants qu'on place là, vous voyez comment on les maltraite dans les ménages. Les enfants sont violés, ça là c'est fréquent. Éradiquer le phénomène n'est pas chose impossible. De l'avis de ce historien, il faut mener des actions concrètes pour en finir avec le fléau. En tant que citoyen simple, ce que moi je fais dans mon milieu de vie, diversion des droits de l'homme, de façon anonyme, j'informe, d'accord, le commissariat le plus proche, d'accord, ou j'informe les services du ministère des Affaires sociales qui sont quand ils ne sont pas loin, je les informe. Ou s'il y a une ONG qui s'occupe de la chose dans le quartier, là, ou soit dans les environs, je les informe et quand ils se dirigent vers le ménage là, et puis ils font ce qu'ils peuvent faire. Prendre conscience de l'histoire et des préjudices qu'elle a occasionnés pour des générations et le développement des nations africaines est un grand pas pour mettre fin à ce fléau. En plus de la journée consacrée à l'abolition de l'esclavage, plusieurs villes africaines célèbrent aussi ce 2 décembre la journée internationale de la samba. Et qui dit samba pense au Brésil. La samba est un genre musical qui trouve ses racines en Afrique. Le choix de célébrer cette journée le 2 décembre revient à Luis Monteiro da Costa qui a initié la journée en l'honneur du compositeur Harry Barroso. Une façon de marquer l'arrivée du compositeur à Salvador.
Le Bénin a commémoré hier la 34e édition de la lutte contre le sida. Une occasion pour remobiliser les différents acteurs dans la lutte et leur rappeler que la lutte doit continuer même si le taux d'infection a baissé. La cérémonie a eu lieu au Palais des Congrès. Yasmine Damata et Edmond Hongbo y étaient. Voici leur reportage. Poussons pour l'égalité, c'est le terme de cette 34e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une manière de mettre fin aux inégalités afin d'atteindre l'objectif zéro sida d'ici 2030. Cette journée aura aussi permis de faire le point du niveau d'avancement de la riposte nationale contre le VIH-sida. En matière d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le taux de transmission s'établit désormais en dessous du seuil de 5%, ce qui est un progrès très appréciable. Concernant les progrès vers les cibles de traitement 95-95-95, le Bénin a également engrangé de très bons résultats. Et en effet, le résultat se situe à 85-84-66. Un résultat reluisant qui a pourtant connu des ralentissements à cause des affres de la pandémie de Covid-19 et d'autres crises mondiales ces 2 dernières années. Notre ferme conviction est qu'avec l'opérationnalisation de la nouvelle politique de santé communautaire, le Bénin pourra parvenir à l'atteinte des 3x95 d'ici à 2030 en touchant tous les ménages, en sensibilisant les communautés à la base, en améliorant le dépistage ainsi que l'observance du traitement et en réduisant considérablement les perdus de vue. Cette cérémonie officielle de lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida a pris fin par la remise des prix Bénin PEPFAR Award et des prix au meilleur site PTME aux acteurs méritants. A suivi la séance de dépistage anonyme, gratuit et volontaire. L'équilibre alimentaire est un facteur de bonne santé. Les aliments ont le pouvoir de donner de l'énergie et de fournir des nutriments essentiels à l'organisme. Certains aliments doivent se retrouver en quantité limitée dans nos assiettes, alors que d'autres plus abondamment et plus régulièrement. Malheureusement, l'homme mange de plus en plus mal, selon les spécialistes. Rigobert Sosa, nutritionniste, nous donne ici quelques conseils. Pour bien manger, il faut prendre des repas qui vont vous donner de l'énergie, ce que nous appelons des repas pour la fondation. Et ça, c'est les céréales et les féculents. Et puis, il faut prendre aussi des repas de construction, c'est-à-dire des repas que l'organisme utilise pour reconstituer les dégâts, pour remplacer les cellules mortes. Ce sont les protéines. Et aussi des repas maintenant qu'on appelle des repas protecteurs. Et ça, ce sont les légumes et les fruits. Donc, pour bien manger, il faut que vous vous rassurez qu'il y a ces 3 catégories de nourriture dans votre plat. Si j'achète du riz et on me donne de fructures là-dessus, plus un œuf, quand je mange comme ça, quand nous faisons une petite analyse, c'est qu'il y a le riz qui va me donner de l'énergie, il y a de l'œuf qui va me donner les protéines, mais c'est tout. Parce que le fructu en question, il ne reste plus rien dedans. Pourquoi? Parce que vous avez mis l'huile sur le feu et vous avez écrasé votre tomate, l'oignon, l'ail, tout et tout. Vous jetez ça dans l'huile et vous tuez tout. Et il ne reste plus de nutriments dedans. Donc quand je prends ce repas, ça montre aisément que nous mangeons mal. Nous mangeons très mal. Parce qu'il y a seulement les repas qui donnent de l'énergie et les repas et les protéines. Donc en ce qui concerne la protection, nous n'en avons pas. Et l'histoire et la préhistoire nous a appris que les premiers hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas différents des autres hommes. Mais donc, normalement, nous devons être plus végétariens que tout ce que nous faisons aujourd'hui en étant omnivores. Donc nous avons désobéi. On n'a pas besoin d'aller prendre des médicaments. Notre repas est notre médicament.
L'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Amandine Agnamboussou. 49,6 milliards d'euros, c'est le montant dont les agences humanitaires des Nations Unies ont besoin pour financer en 2023 leur programme afin de venir en aide à 230 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans 68 pays, des besoins en hausse de 25%. L'Organisation des Nations Unies a donc lancé ce 1er décembre un appel de fonds record pour 2023 face aux besoins humanitaires qui s'envolent, portés par le conflit en Ukraine et les effets du changement climatique tels que les risques de famine en Afrique. Selon le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, au moins 222 millions de personnes dans 53 pays seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë fin 2022. 45 millions de personnes dans 37 pays risquent de mourir de faim. La générosité des donateurs ne permet en effet pas de compenser la rapide croissance des besoins. Il espère que 2023 sera l'année de la solidarité après une année 2022 de souffrance. La filière cuir et peau fait le dos rond face aux crises de ces 2 dernières années. Le secteur s'en sort bien, en partie grâce à l'industrie du luxe. Les premiers producteurs de peau sont les États-Unis et l'Australie. Ces 2 pays sont réputés pour la taille de leur cheptel et la consommation de viande n'est pas en déclin, contrairement à la France, le 3e exportateur mondial de cuir et de peau. La bonne santé du secteur des peaux et cuir est étroitement liée à celle du luxe. La maroquinerie Made in France, par exemple, a de plus en plus la cote sur le marché chinois et américain. Jusque-là, les secteurs en amont de la filière cuir, en particulier ceux qui travaillent la matière brute, ont été épargnés par la guerre en Ukraine, mais les tanneries situées en Europe ne font pas exception. Elles sont, comme toutes les entreprises, de plus en plus soumises à l'augmentation des coûts énergétiques. L'étape de la déshumidification des peaux est en effet gourmande en énergie, selon les spécialistes. Au Royaume-Uni, la demande d'achat de biens immobiliers a chuté de 44% depuis fin septembre. C'est la conséquence première de la flambée des taux d'emprunt. Ils étaient à plus de 6% début octobre. Dans ce contexte de forte inflation, les Britanniques n'investissent plus dans la pierre. Les mesures annoncées par le gouvernement ont entraîné de fortes turbulences sur les marchés. Les difficultés de financement des acheteurs ne devraient toutefois pas s'améliorer. 2 millions de foyers ont souscrit des emprunts à taux d'intérêt variable. 3 millions vont devoir renégocier leurs prêts au risque de ne plus pouvoir suivre le rythme imposé. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.